Les invasions biologiques sont rendues possibles grâce à l'intervention humaine, volontaire ou non, facilitant le départ, le transport, l'établissement et la propagation d'espèces hors de leur région d'origine. Par exemple, en Europe, des espèces comme le ragondin et le vison d'Amérique ont été introduits volontairement pour l'exploitation de leur fourrure quand l'herbe de la pampa, originaire d'Amérique du Sud, fut introduite comme plante ornementale. Les invasions biologiques et leur perception sont donc liées à la valeur placée sur une espèce, qu'elle soit monétaire ou non, aux connaissances que l'on a sur ces espèces, à la facilité que l'on a à détecter cette espèce dans un nouvel environnement, à la capacité à mettre en place des mesures préventives, à l'intérêt que l'on y porte, etc., etc. Ces actions humaines sont ainsi influencées par de multiples facteurs aux interactions complexes d'ordre culturel, économique, social, cognitif ou affectif, et dont la connaissance peut nous permettre de mieux faire face aux enjeux des invasions biologiques. Cependant, nous ne disposons souvent que de peu ou pas d'informations sur ces dimensions humaines. Au cours de la dernière décennie, notre capacité à identifier, accéder et analyser les données numériques en ligne a connu d'énormes progrès. Ces progrès ont conduit au développement de domaines émergents de la culturomique de la conservation et de l'e-écologie. La culturomique, au sens large, est l'étude de la culture humaine, c'est-à-dire l'ensemble des informations transmises socialement, telles que les connaissances, les croyances, les compétences ou les pratiques. L'objectif ici est d'extraire des données générées par les individus dans leur vie quotidienne pour obtenir de nouvelles informations, avec comme principal avantage un faible coût dans la collecte de gros volumes de données, ainsi que de larges échelles de temps et d'espace. La culturomique se distingue de l'e-écologie qui étudie les dynamiques écologiques, comme la distribution d'espèces, la dynamique de population, les histoires de vie, etc., quand la culturomique se concentre vraiment sur les enjeux sociaux. Les sources disponibles pour les études en culturomique sont multiples et chacune présente des caractéristiques propres permettant de répondre à ces questionnements différents. Il y a les pages de sites internet, les journaux en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, les e-books ou encore les encyclopédies digitales comme Wikipédia. De ces sources, on peut extraire diverses informations contenues dans les textes, les images, les vidéos, les métadonnées ou les interactions entre utilisateurs comme les messages, les partages, etc. Ainsi, différentes métriques peuvent être exploitées pour répondre à des questions de recherche précises, comme le volume, représentant le nombre de pages, d'images ou de vidéos, la fréquence de mots dans les textes, les sentiments exprimés, qu'ils soient positifs ou négatifs, le contexte géographique, temporel ou thématique, l'intérêt porté au sujet par les usagers ou l'engagement représenté par le nombre de commentaires, de ripostes, etc. À titre d'exemple, on peut s'intéresser au charisme d'une espèce en particulier, en étudiant ses caractéristiques qui influencent les perceptions, les attitudes, les comportements des gens à l'égard de cette espèce. Le contenu des textes, images ou vidéos peuvent renseigner sur ces caractéristiques qui peuvent être visuelles, acoustiques ou symboliques, et on peut étudier comment ces caractéristiques et ces perceptions varient dans le temps et dans l'espace. Ces approches connaissent quelques limites notables. La génération des données peut être impactée par différents facteurs socioculturels comme l'âge, le genre, les motivations et les normes culturelles. Elle peut être biaisée géographiquement lorsque la couverture Internet est inégale sur un territoire ou l'accès Internet et aux plateformes n'est pas homogène. De même, l'extraction des données peut parfois faire face à des enjeux éthiques lorsqu'il s'agit par exemple de données sensibles comme le commerce illégal d'espèces menacées ou de protéger l'anonymat et les données personnelles des usagers, ainsi que la qualité des sources qui est parfois incertaine. Voici un exemple de traitement des données extraites, par exemple d'un post sur les réseaux sociaux, accessible grâce à ce qu'on appelle des API pour Application Programming Interface, qui va pouvoir être analysé pour en extraire les informations qui nous intéressent. L'algorithme de traitement automatique des langues reconnaît, grâce à un lexique approprié au contexte, 2 mots associés à des sentiments à la polarité négative.
L'algorithme peut également reconnaître différentes entités dans le texte comme une organisation, un lieu ou un thème général, ici celui du risque d'extinction des espèces. Il est également possible d'analyser les contenus des images pour identifier différentes entités et leur nombre. Les algorithmes permettent également de repérer la diversité des émotions exprimées dans un corpus de texte, ce qui peut permettre de cartographier la diversité des émotions dans ce que l'on peut qualifier d'espace émotionnel associé aux espèces exotiques envahissantes. Ainsi, le chercheur en culture omique peut étudier l'espace émotionnel de l'écrevisse de Louisiane, dans cet exemple précis, à travers diverses sources médiatiques, analyser la charge émotionnelle contenue dans ces différentes sources au cours du temps et comprendre la réaction de la population tout au long du processus d'invasion biologique. Il peut aussi étudier la proximité émotionnelle, par exemple, de deux individus ayant accès aux mêmes sources d'informations pour déterminer l'influence du paysage médiatique dans les perceptions et les comportements des individus vis-à-vis des espèces envahissantes. Pour compléter cette fresque socio-écologique, d'autres données peuvent être mobilisées comme les vidéos et images publiées en ligne pour suivre la propagation de l'invasion, les données Google Trends par exemple pour comprendre l'intérêt de la population pour l'espèce, ou les données du commerce en ligne pour évaluer la valeur monétaire placée sur une espèce. Voici maintenant quelques exemples concrets d'études de culture omique portant sur les invasions biologiques. Cette série chronologique montre la fréquence du terme moineau anglais dans les sources imprimées publiées entre le 19e et le 20e siècle aux USA. Après son introduction dans le pays en 1852, le nom initial de moineau anglais a progressivement cessé d'être utilisé car les gens ont cessé de l'appeler anglais pour devenir le house sparrow, le moineau domestique. C'est un exemple typique de l'intégration progressive d'une espèce exotique dans une culture locale. Ces espèces peuvent être de plus en plus perçues par la société comme des éléments familiers et natifs du système socio-écologique et comme des parties intégrantes des cultures locales. Ici, une analyse des recherches sur Google montre qu'il y a plus d'intérêt du grand public pour les espèces envahissantes dont on connaît les coûts économiques dans le pays. Cela met en lumière l'importance de quantifier ces coûts pour sensibiliser le grand public aux enjeux des invasions biologiques. Un exemple bien connu est celui d'hippopotames dans le nord-est de la Colombie qui ont suscité une attention considérable de la part des médias internationaux. Pablo Escobar avait importé illégalement 4 hippopotames pour créer un zoo privé duquel ils ont pu s'échapper pour se reproduire aux alentours avec des impacts négatifs sur les écosystèmes locaux. Plusieurs tentatives de contrôle de la croissance par abattage ont été abandonnées en raison d'une forte opposition publique et médiatique. Cet exemple démontre l'attachement que les gens peuvent avoir vis-à-vis d'espèces considérées comme charismatiques, perçues comme une source de revenus économiques et touristiques. Enfin, voici l'exemple des rascasses ou poissons-lions en Méditerranée, originaires de la mer Rouge et de l'océan Indien. L'étude de cette espèce envahissante a montré que sa présence occasionne d'importants impacts négatifs sur les écosystèmes locaux et les activités humaines, et son arrivée en Méditerranée soulève donc d'importantes préoccupations. Une étude récente sur l'intérêt du grand public vis-à-vis de l'espèce montre que cet intérêt est plus important dans les pays où l'espèce est déjà présente, mais que l'amplitude et l'évolution de ses réactions au cours du temps est propre à chaque pays. Cela souligne l'importance de prendre en compte chaque contexte socio-écologique pour informer au mieux les politiques de communication et de gestion des espèces exotiques envahissantes.